Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 8 août 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 173 du podcast. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de, premièrement, l'agence de notation Fitch qui a baissé la note de crédit des États-Unis. Donc, on a passé de AAA à AA+. Je vais revenir dans l'épisode un peu là-dessus par rapport à c'est quoi que ça fait concrètement et c'est quoi les agences de notation, puis ça sert à quoi les ratings de AAA, puis AA+, et compagnie. Ensuite, je vais vous parler du taux de chômage et du nombre de dossiers d'insolvabilité au Canada. Donc, il y a une augmentation de ce côté-là, en fait, autant du côté du taux de chômage que du nombre de dossiers d'insolvabilité. Donc, ça indique quelque chose au niveau de la santé de notre économie. Donc, je veux revenir là-dessus. Et finalement, je vais vous parler de l'action de Tupperware, la compagnie des petits pots de plastique. Et en fait, le prix de l'action de cette compagnie-là explose depuis environ 2 semaines. C'est le nouveau meme stock. Donc, je veux parler un peu de qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Et pour commencer, la semaine dernière, on a pu voir que Fitch, qui est une des 3 agences de notation dans le monde, ont décidé en fait de descendre d'un cran la note de crédit des États-Unis. Donc on est passé d'une note de AAA à AA+, mais à noter que Standard & Poor's, donc S&P, qui est une autre agence de notation, il avait déjà descendu la note des États-Unis à AA+. Eux autres, ils ont fait ça en 2011, puis ils l'ont jamais remonté depuis ce temps-là. Donc, présentement, il y a juste l'agence Moody's qui garde encore la note de AAA pour la dette des États-Unis. Donc, en fait, c'est le rating du pays par rapport à sa capacité de rembourser sa dette à ceux qui vont emprunter. Même si dans les faits, cette décision-là a pas mal plus un impact symbolique. Parce que le monde va continuer d'acheter les bons du trésor des États-Unis et ça reste le placement considéré comme le plus sécuritaire. Tu sais, dans le monde de l'investissement, on considère le taux d'intérêt des bons du trésor comme étant un rendement sans risque. Tu sais, ça s'explique assez facilement. Si les États-Unis manquent d'argent pour payer ceux qui ont acheté des bons du trésor, ben la Fed va imprimer de l'argent pour les rembourser. La seule chose, c'est que dernièrement, avec tout le débat sur le plafond de la dette américaine, ça a créé une crainte vis-à-vis la possibilité qu'un jour ou l'autre, les États-Unis ils puissent plus s'endetter, puis à ce moment-là, ben, ils ne parviendraient pas à rembourser les intérêts sur leur dette. Je vous rappelle qu'à court terme, le plafond de la dette américaine a été suspendu jusqu'en janvier 2025. Ça veut dire que théoriquement, jusque-là, les États-Unis peuvent s'endetter comme ils veulent. Fait que c'est vraiment pas une problématique à court terme au niveau de... C'est pas un enjeu pour ceux qui achètent des bons du trésor américain. C'est-à-dire que t'es garanti de recevoir ton argent au même titre que les bons du trésor canadien. On s'attend à ce que le gouvernement fédéral nous paye les intérêts si on achète des bons du trésor. Et tant qu'à parler de la note de crédit des États-Unis, je vais vous parler sommairement des agences de notation dans le sens de comment fonctionne leur note de crédit et à quoi ça peut servir dans vos décisions d'investissement. Premièrement, il faut savoir qu'il y a 3 principales agences de notation dans le monde. On parle de Standard & Poor's, abréviation S&P, on parle de Fitch et de Moody's. Et pour ces agences-là, ils ont un système de notation de crédit qui est sous forme de lettres. En fait, les ratings vont de AAA, qui est la meilleure note possible, jusqu'à la note C, qui est la moins bonne. Il y a aussi la note D, mais la note D, en fait, ça l'indique un défaut de paiement de la part de l'émetteur. Concrètement, les agences de notation, ils vont évaluer le risque, le niveau de risque de prêter de l'argent à telle entreprise ou à telle banque ou à tel gouvernement. Ils mettent des notes de crédit autant à des obligations corporatives, donc ça c'est vraiment pour les entreprises, que des obligations municipales ou des obligations fédérales.
L'obligation fédérale, c'est les bons du Trésor, autrement dit, c'est la dette des pays. Donc, le rating de ces agences-là, il sert à indiquer la possibilité de défaut de paiement. Un triple A, c'est pratiquement impossible que l'émetteur des obligations n'arrive pas à te payer les intérêts qu'il te dit qu'elle est versée et te remettre également le capital initialement investi. Inversement, il y a des plus grands risques de défaut de paiement avec ce qu'on appelle les junk bonds. Des junk bonds, en fait, c'est des obligations avec une note de crédit qui est en dessous du triple B. Donc, ce type d'obligation-là, c'est considéré comme un investissement spéculatif. Il y a quand même des chances que l'émetteur de ces obligations-là soit déjà beaucoup endetté, il soit peut-être dans une situation financière qui est plus problématique, qui est plus précaire, et il est possible qu'il ne soit pas en mesure de payer les intérêts ni de te remettre le montant que tu as investi au départ. Par contre, gardez en tête que s'il y a plus de risques avec un investissement, normalement, ça donne droit à un potentiel de meilleur rendement. Donc, généralement, les taux d'intérêt sont plus élevés sur les obligations qui sont considérées comme plus risquées. Mais je tiens quand même à vous partager un petit bémol par rapport à ça, c'est que si on recule dans le temps, d'environ des années 2006, les obligations hypothécaires qui ont causé la crise financière de 2007-2008 aux États-Unis, ben ces obligations-là, le bundle, le regroupement de ces obligations hypothécaires-là, il y avait un rating de triple A auprès des agences de notation. Donc oui, les notes de crédit, ça peut vous guider, vous donner un peu une idée du risque de défaut de paiement, mais les agences de notation comme S&P, Fitch et Moody's sont loin d'être infaillibles. Ça reste des business, ça reste du monde qui sont payés pour offrir des ratings, et ces business-là, il ne faut pas oublier qu'ils sont en compétition l'une avec l'autre. Donc, ça conclut pas mal mon volet par rapport aux agences de notation et par rapport au fait que Fitch a descendu la note de crédit des États-Unis. Sinon, si on regarde du côté du Canada, si on se penche par rapport à 1, le niveau du taux de chômage, et 2, les plus récentes données du côté des dossiers d'insolvabilité, on est capable de voir qu'il se passe des choses qui nous indiquent qu'on se dirige vers un ralentissement économique. Donc, on regarde tout de suite les données du taux de chômage au Canada. On a pu voir que ça a monté à 5,5% au mois de juillet. Donc, je vous rappelle qu'au début de l'année 2023, à peu près jusqu'en avril, le taux de chômage au Canada, il avait resté stable à 5%, qui est juste au-dessus du niveau plancher qu'on a atteint. Le plus bas que c'est descendu, c'est 4,9%. Mais là, depuis le mois de mai, on vient d'amorcer une tendance à la hausse du côté du taux de chômage. Et si on regarde les prévisions de la banque TD, le taux de chômage au Canada, il devrait atteindre, selon eux, 6,5% d'ici la fin de l'année du dernier trimestre de 2023, donc quelque part en décembre. Et dans la province de Québec, on est quand même, on se retrouve dans une meilleure posture, du moins actuellement. Le taux de chômage, il reste très bas. On parle de 4,5% pour le mois dernier. Mais de mon bord, je m'attends encore à ce qu'il y ait une récession, du moins un ralentissement économique du côté du Canada. Donc, nécessairement, je m'attends à ce que ça se ressente du côté du marché du travail. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait une augmentation significative du taux de chômage, particulièrement en 2024. Et à mon avis, ça ne sera pas trop long qu'on va voir un taux de chômage pas loin de 8%. Et la dernière fois que c'est arrivé au Canada, c'était en 2009. Donc, ça fait un certain nombre de temps. Donc, ça vous donne une bonne idée de ma vision de la santé économique du pays pour les prochains trimestres. Et je vous répète, je m'attends de mon côté que l'inflation reparte à la hausse. Donc, la croissance des prix reprenne encore un certain envol et que les taux d'intérêt restent élevés pendant plus longtemps que le monde pense. D'après moi, il n'y aura pas de baisse des taux d'intérêt en 2024.
Ça dépend encore une fois de la vitesse auquel on se dirige vers une récession, ralentissement économique. C'est sûr que si c'est catastrophique de ce côté-là, d'après moi, ils n'auront pas le choix de faire des baisses du côté du taux directeur. Encore là, si l'inflation persiste, puis que la Banque du Canada continue de suivre son mandat de stabilité des prix, théoriquement, il n'y aurait pas d'affaire à toucher au taux d'intérêt. Mais bref, on va voir ça un peu plus tard dans le temps. Et si on regarde les données d'aujourd'hui, en fait, les plus récentes données du côté du nombre de dossiers d'insolvabilité au Canada, ça inclut les faillites et les propositions de consommateurs, on peut voir que pour le deuxième trimestre de 2023, il y a une nette augmentation comparativement à la même période pour l'année passée. On parle de 31 224 dossiers d'insolvabilité du côté des consommateurs. Et ça représente une hausse de 23% par rapport au même trimestre en 2022. Et c'est encore pire si on regarde du côté des données pour les insolvabilités pour les entreprises, donc les PME, tout ça. De ce côté-là, il y a une augmentation de 37% par rapport au même trimestre de l'année passée. Donc, au même titre qu'on s'attend que le taux de chômage continue de monter, on s'attend aussi à ce que le nombre de faillites continue d'augmenter pour les prochains trimestres. Et c'est un peu normal parce qu'avec la hausse des taux d'intérêt, ça met de la pression sur le monde endetté avec toutes les nouvelles mesures qui rentrent en place, là, avec, comme je vous parlais dans le dernier épisode, le resserrement réglementaire par rapport à la marge de crédit hypothécaire, les taux d'intérêt sur tous les types de financement, tout ça, un moment donné, ça n'a pas le choix d'affecter beaucoup de monde. Et comme je vous dis, ça va être encore pire avec les refinancements hypothécaires qui s'en viennent. Mais bref, présentement, l'idée du refinancement hypothécaire pour consolider ses dettes, c'est pas mal moins attrayant, intéressant que ce l'était quand les taux d'intérêt étaient très bas. Bref, avec un taux directeur à 5%, c'est définitif que les faillites et les propositions de consommateurs vont devenir de plus en plus fréquentes au Canada. Et pour conclure là-dessus, je trouve ça étrange que présentement, les gens ont l'impression qu'on est chanceux puis qu'on a évité la récession ou que finalement, tout va bien se passer, il n'y aura pas de ralentissement économique, on s'est inquiété pour rien. À mon avis, le pire est à venir. Je pense pas que rien s'est réellement amélioré. Je veux dire, les problématiques sont encore là. Oui, on est dans une tendance baissière au niveau des chiffres de l'inflation, mais l'inflation reste quand même bien imprégnée. Il y a le prix du baril de pétrole brut qui remonte, et ça, je vous le dis, ça va avoir un impact au niveau de l'IPC, au niveau du prix de l'essence, ça va se ressentir, et tout ce qu'on consomme, il y a une portion shipping, il y a une portion de livraison, il faut que ça se rende, et ça, évidemment, il y a un coût à ça, puis plus le prix de l'essence est élevé, plus le prix du shipping l'est également, fait que ça va venir affecter d'autres prix, ça aussi. Donc pour moi, c'est un peu le calme avant la tempête. J'ai l'impression que autant les investisseurs que les dirigeants d'entreprise, que les consommateurs ne réalisent pas l'amplitude de qu'est-ce qui peut s'en venir, ne voient pas très loin devant et ont l'impression qu'ils vont être en mesure d'étirer l'élastique puis on va s'en sortir sans trop de dommages, mais c'est pas mon opinion par rapport à la suite des choses. Et pour terminer l'épisode sur une meilleure note, je veux vous parler de l'action Tupperware qui est vraiment rendu le nouveau meme stock, un peu comme AMC ou GameStop dans le temps. Depuis la fin du mois de juillet, l'action de Tupperware est passée d'environ 70 cents à plus de 5 $. Donc on parle d'une augmentation de plus de 600% en 2 semaines. Et là, pour bien comprendre, là, 600%, tu as multiplié 6 fois ton investissement initial en 2 semaines. Donc, c'est exceptionnel comme rendement. Et pour vous donner un peu un petit historique par rapport à Tupperware, ben ça, c'est une action qui était autour de 40 $ au début de 2021. Et là, depuis ce temps-là, l'action a fait juste dropper non-stop. Et fondamentalement, ça reste une compagnie qui date des années 1950. Et là, le modèle d'affaires, il pogne de moins en moins auprès des clients plus jeunes.
Puis tu sais, dernièrement, c'était en avril 2023, l'entreprise avait même averti qu'elle était en danger de faire faillite du fait qu'elle porte des grosses dettes. Là. Il y a des dettes de plus de 700 millions de dollars, puis que là, elle n'arrivait pas en fait à trouver une nouvelle source de financement. Bref, ce qui a changé la donne, entre autres, c'est jeudi soir de la semaine passée, Tupperware a annoncé un deal de restructuration du côté de leur dette. Et le lendemain de cette nouvelle-là, le prix de l'action a monté de 49% en une seule journée. Et si vous regardez les discussions sur Reddit et sur StockTwits, donc deux espèces de forums, les investisseurs de détail, ils misent vraiment sur la remontée de l'action Tupperware. Encore une fois, là-dedans, il y a le concept de short squeeze. Donc, en fait, il y avait beaucoup de vendeurs à découvert qui misaient sur la baisse du prix de l'action. Et là, le prix de l'action qui remonte, ça met une pression. Les gens, ils couvrent leur position de short selling. Et à ce moment-là, pour couvrir ce type de position-là, de vente à découvert, en fait, il faut que tu rajettes tes actions. Et là, racheter ces actions met une pression haussière sur le prix des actions de Tupperware. Mais personnellement, je fais pas partie des investisseurs, si on peut appeler ça de même, c'est plus des traders en vacances qui ont acheté des actions de Tupperware. Tant mieux, il y en a certains là-dedans qui vont avoir cherché des gros profits dans un très court laps de temps. Mais personnellement, comme je vous dis, je compte pas gambler sur Tupperware malgré l'euphorie du moment. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer de monter sur l'élan qu'il y a présentement, mais je ne mettrai pas de l'argent là-dessus, du moins pas des sommes significatives pour dire que ça vaut la peine que je prenne une position là-dessus. Donc, c'est à vous de voir. C'est un titre que présentement, comme je vous dis, il y a beaucoup d'attention du côté des investisseurs de détail. Il a connu une forte remontée. Même encore aujourd'hui, ce matin, le titre continue de monter là, très faiblement, mais il est quand même dans le vert. Donc, c'est à vous de voir si c'est le type de transaction, le type de gamble que vous êtes prêt à prendre. Comme je vous dis, grand risque, grande possibilité de rendement. Ça peut encore monter comme ça peut retourner dans les 70 sous assez rapidement. Et pour terminer l'épisode, je veux juste faire un petit rappel pour la promotion spéciale pour mon infolettre. En fait, le code promo pour le 20% de rabais, ça se termine vendredi cette semaine. Donc vendredi le 11 août. Le code promo, je vous répète, c'est infolettre 360, tout collé, tout en majuscule. Et comme je vous dis, ça vous donne un 20% de rabais sur l'abonnement d'un an de mon infolettre. Donc je vais laisser les informations dans la description de l'épisode. Je vous remercie encore une fois de prendre le temps d'écouter le podcast et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.